Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et des romans les plus utiles et les plus intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! On n'a pas deux fois l'occasion de faire bonne impression. Et pourtant, chaque jour, nous devons convaincre, un entretien, une présentation, une rencontre. Dans cette vidéo, je vais te résumer le livre 5 minutes pour convaincre de Jean-Claude Martin, un guide puissant pour captiver, persuader et marquer les esprits en un temps record. Reste jusqu'au bout, tu vas repartir avec des techniques concrètes pour convaincre dès aujourd'hui. Le livre 5 minutes pour convaincre a été écrit par Jean-Claude Martin, spécialiste de la communication et ancien enseignant à HEC et à l'Université d'Aix-Marseille. Il l'a rédigé pour aider chacun à maîtriser l'art de convaincre rapidement, même dans un laps de temps très court. Son but est de transmettre des techniques simples et efficaces mêlant langage verbal, non verbal et impact immédiat. Introduction. Dès les premières lignes, Jean-Claude Martin nous confronte à une vérité implacable: nous n'avons pas deux fois l'occasion de faire bonne impression. Dans notre vie quotidienne, que ce soit en entretien d'embauche, devant un client, face à un auditoire, ou même lors d'une simple rencontre, tout se joue en quelques secondes. Ce laps de temps minuscule suffit pour que l'autre décide si nous sommes crédibles, sympathiques, dignes de confiance, ou pas. L'auteur insiste sur le fait que convaincre n'est pas une affaire de longs discours. Trop de personnes croient qu'il faut parler longtemps, accumuler des arguments, inonder de détails pour persuader. En réalité, c'est tout l'inverse. Ce qui compte, c'est l'impact immédiat, un mot bien choisi, un geste affirmé, un sourire sincère, une histoire courte qui touche l'autre droit au cœur. Il explique aussi que cette capacité à convaincre rapidement n'est pas un don réservé à quelques privilégiés. C'est une compétence que l'on peut apprendre, développer et perfectionner. Son expérience de comédien et d'enseignant en communication lui permet de montrer que les techniques de théâtre, le langage du corps et la maîtrise de la voix sont autant d'outils que chacun peut utiliser pour captiver une audience. Enfin, l'introduction met en évidence que convaincre en 5 minutes n'est pas seulement utile dans les grandes occasions, mais dans la vie de tous les jours. Une poignée de main, une répartie, une attitude peuvent tout changer. Derrière chaque interaction, il y a un enjeu: créer une connexion, susciter la confiance, gagner l'adhésion. Chapitre 1. La première impression, un pouvoir décisif. Jean-Claude Martin ouvre son premier chapitre en rappelant une réalité universelle: dans toute interaction humaine, la première impression est déterminante. Dès que nous entrons dans une pièce, que nous rencontrons quelqu'un pour la première fois, ou que nous commençons à parler devant un public, les autres ont déjà forgé une opinion sur nous. Cela peut se produire en quelques secondes seulement, bien avant que nous ayons eu le temps de développer nos idées ou nos arguments. Et ce qui rend cette réalité encore plus puissante, c'est que cette première impression est ensuite extrêmement difficile à modifier. L'auteur s'appuie sur les travaux en psychologie sociale pour montrer que l'esprit humain fonctionne par raccourci. Notre cerveau, en quelques instants, évalue si une personne est digne de confiance, si elle semble compétente, sympathique, crédible ou au contraire hésitante et peu sûre d'elle. Ce jugement spontané se construit à partir de signaux simples: le regard, la voix, les gestes, la posture ou encore l'énergie qui se dégage d'une personne. Aristote l'avait déjà observé dans sa rhétorique: persuader repose d'abord sur l'éthos, c'est-à-dire l'image et la crédibilité de celui qui parle, avant même d'entrer dans la logique des arguments, le logo, ou dans le registre émotionnel, le pathos. Jean-Claude Martin prend l'exemple d'une simple poignée de main. Lorsqu'elle est ferme mais pas écrasante, elle traduit une personnalité confiante, ouverte et respectueuse. Si elle est molle, elle peut transmettre une impression de faiblesse ou d'indécision. Ce petit geste, qui semble anodin, influence pourtant fortement la perception de l'autre. De la même manière, un sourire authentique est un puissant levier de sympathie.
Dale Carnegie rappelait d'ailleurs que, un sourire ne coûte rien, mais il crée beaucoup. Quant au regard, il est décisif. Un regard fuyant peut fermer la communication, tandis qu'un regard franc établit une connexion directe et sincère. La voix et la posture sont également au cœur du processus. Se tenir droit, ouvrir son corps, respirer calmement et poser sa voix donne immédiatement une impression d'assurance. Cicéron, grand orateur romain, affirmait que la voix est l'image de l'âme. Elle traduit l'état intérieur et révèle la confiance ou le doute de celui qui parle. Ainsi, avant même de développer ses idées, une personne transmet déjà un message puissant à travers son attitude et son énergie. L'enseignement principal de ce premier chapitre est clair, convaincre ne commence pas avec les arguments, mais avec l'impression initiale que l'on dégage. Dans les premières secondes, l'autre perçoit qui nous sommes, bien avant de s'intéresser à ce que nous disons. Jean-Claude Martin insiste sur l'importance de soigner cette entrée en scène. Puisant dans son expérience de comédien, il explique que chacun peut apprendre à se préparer avant une prise de parole, comme un acteur avant de monter sur scène, respirer profondément, détendre son corps, sourire avec sincérité, poser sa voix et établir un contact visuel fort. L'objectif n'est pas de manipuler, mais de créer un climat de confiance et de sympathie, condition indispensable pour que les arguments qui suivent soient reçus favorablement. En conclusion, ce chapitre nous montre que la première impression est un moment décisif dans tout échange. Chaque détail compte, le geste, le regard, la posture, la voix. Convaincre, c'est avant tout inspirer confiance et créer une connexion humaine authentique. Comme le disait Ralph Waldo Emerson, ce que tu écris plus fort que ce que tu dis. Chapitre 2. L'art de capter l'attention dès les premières minutes. Après avoir montré l'importance capitale de la première impression, Jean-Claude Martin consacre le deuxième chapitre à un autre enjeu essentiel, savoir capter et retenir l'attention. Car convaincre ne consiste pas seulement à se présenter de manière crédible et sympathique, il faut ensuite maintenir l'intérêt de son interlocuteur ou de son public. Sans attention, aucun message, aussi pertinent soit-il, ne peut vraiment passer. L'auteur insiste d'abord sur le fait que l'attention est une ressource rare et fragile. Dans un monde saturé d'informations, chacun est constamment sollicité. Dès lors, celui qui prend la parole doit se distinguer dès les premiers instants. Martin rappelle qu'un discours ou une présentation réussie n'est pas forcément longue ou exhaustive, mais qu'elle doit frapper l'esprit immédiatement. L'impact se joue dans l'ouverture, dans cette capacité à surprendre, à éveiller la curiosité, à donner envie d'écouter la suite. Il donne l'exemple d'un conférencier qui commence par une anecdote personnelle marquante. Plutôt que de dérouler un discours théorique, il raconte un souvenir simple mais percutant, qui suscite l'émotion et accroche l'audience. C'est une application concrète de ce que disait Blaise Pascal, les hommes sont plus facilement persuadés par les raisons qu'ils ont eux-mêmes découvertes que par celles qui viennent de l'esprit des autres. En d'autres termes, une histoire ou une image forte parle plus à l'auditoire qu'une série d'arguments abstraits. Martin souligne aussi l'importance des premiers mots. Une accroche bien choisie, qu'il s'agisse d'une question intrigante, d'une statistique frappante ou d'une formule pleine d'humour, peut suffire à créer une dynamique. Les grands orateurs, de Churchill à Martin Luther King, savaient utiliser cette force des premières phrases pour captiver et marquer durablement. Mais au-delà du contenu, l'attention se capte aussi par la forme. La voix doit être modulée, rythmée, capable de créer des variations pour éviter la monotonie. Le corps, lui, doit accompagner le discours avec naturel, en renforçant le message. L'auteur insiste sur le fait que convaincre, c'est toujours une mise en scène, consciente ou non. Comme au théâtre, le rythme, les silences et les gestes participent autant que les mots à la captation de l'auditoire. Un autre point développé dans ce chapitre est l'usage de l'humour et de la sympathie. L'humour, lorsqu'il est dosé avec justesse, détend, rapproche et rend le message plus mémorable. Ce n'est pas un gadget,
mais un outil de persuasion subtile. Quant à la sympathie, elle est le ciment de la communication persuasive. Nous avons naturellement tendance à être plus attentifs et plus réceptifs à quelqu'un que nous trouvons agréable ou chaleureux. Comme le disait Confucius, la parole est l'ombre de l'action. Autrement dit, ce qui marque, ce n'est pas seulement ce qui est dit, mais la manière dont c'est incarné et vécu devant les autres. Enfin, Jean-Claude Martin rappelle que capter l'attention ne veut pas dire en faire trop. Ce n'est pas se lancer dans un spectacle artificiel, mais au contraire être authentique et vrai. L'attention se gagne par l'énergie et la conviction que l'on dégage, mais aussi par la sincérité de ce que l'on transmet. Car si l'auditoire sent que celui qui parle joue un rôle trop forcé, l'effet est contre-productif. Convaincre, c'est avant tout créer une relation de confiance, et la confiance ne peut naître que de la cohérence entre les mots, la voix, les gestes et la personnalité. Ainsi, ce chapitre montre que capter l'attention est un art subtil, à la croisée entre préparation et spontanéité. Il ne suffit pas d'avoir un message à délivrer, il faut savoir le porter, le faire vivre, et surtout l'incarner avec conviction. Comme le rappelait Victor Hugo, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. La force d'un discours ne réside donc pas uniquement dans les arguments, mais dans la manière dont ils sont introduits, incarnés et partagés. Chapitre 3. Construire un message clair et percutant. Après avoir insisté sur l'importance de la première impression et de la captation de l'attention, Jean-Claude Martin aborde dans le 3e chapitre le cœur même de l'art de convaincre, la clarté et la force du message. Il rappelle que beaucoup d'orateurs ou de professionnels échouent non pas parce qu'ils manquent de contenu, mais parce qu'ils noient leur auditoire sous une masse de détails inutiles, d'arguments trop nombreux, de phrases complexes et d'idées mal structurées. Convaincre, ce n'est pas dire beaucoup, mais dire l'essentiel, et le dire avec force. L'auteur insiste sur le fait qu'un message qui touche et qui reste gravé dans les esprits doit être simple. La simplicité n'est pas un appauvrissement, mais une puissance. Il rappelle cette phrase attribuée à Léonard de Vinci, la simplicité est la sophistication suprême. En d'autres termes, ce qui est clair, direct et compréhensible est toujours plus efficace qu'un discours brillant mais confus. Jean-Claude Martin explique que pour construire un message percutant, il faut avant tout identifier l'idée centrale. Chaque prise de parole doit reposer sur un axe clair, une idée forte que l'on veut faire passer. Tout le reste, anecdotes, exemples, données, doit servir à soutenir cette idée et à la renforcer. Sans cette colonne vertébrale, le discours se disperse et perd son impact. Il donne l'exemple d'un entretien d'embauche. Un candidat qui arrive avec 10 arguments pour prouver qu'il est compétent finit par embrouiller son interlocuteur. En revanche, celui qui met en avant 2 ou 3 qualités essentielles, illustrées par une expérience concrète, laisse une impression plus forte. C'est ici que l'art du storytelling prend tout son sens. Une histoire courte et bien choisie peut valoir 1000 raisonnements abstraits. Comme le disait Aristote, le but de l'orateur n'est pas de dire ce qu'il pense, mais de dire ce que l'auditeur peut recevoir. Martin met aussi en garde contre le piège du langage technique ou trop savant. Beaucoup pensent que des mots compliqués donnent une image de compétence, alors qu'en réalité ils créent une barrière. L'efficacité passe par un langage clair, accessible, vivant. L'auteur rapproche cela du travail du comédien, qui doit toujours chercher à se faire comprendre par l'ensemble de la salle, qu'elle soit composée d'experts ou de simples curieux. Il insiste également sur l'importance du rythme et de la structure. Un bon discours suit un fil narratif. Il commence par accrocher, il développe son idée, et il conclut avec une phrase mémorable qui reste dans l'esprit. Cette logique narrative permet de guider l'auditoire et de le conduire sans effort vers la conclusion voulue. L'absence de structure, en revanche, épuise l'attention et disperse l'énergie du message. Enfin, Jean-Claude Martin rappelle que la force d'un message ne se mesure pas seulement à ce qui est dit, mais aussi à ce qui est retenu. Pour qu'un auditoire garde une idée en mémoire, il faut la formuler de façon concise et frappante,
comme une formule, presque un slogan. Les grands leaders et orateurs de l'histoire l'ont compris. Quand Martin Luther King dit « I have a dream », il ne présente pas un exposé complexe, mais une vision claire, répétée, incarnée, et donc inoubliable. Le chapitre se conclut sur une idée clé. Convaincre en peu de temps suppose de savoir hiérarchiser son discours. Mieux vaut choisir une idée forte et l'enrichir par quelques exemples percutants, que vouloir tout dire et finir par n'être entendu sur rien. La clarté, la simplicité et la concision sont les armes de celui qui veut convaincre rapidement. Comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, la perfection est atteinte non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retrancher. Chapitre 4. Le rôle du langage non verbal dans la persuasion. Dans ce 4e chapitre, Jean-Claude Martin aborde un aspect fondamental de la communication persuasive, tout ce que nous exprimons sans mots. Il montre que le langage non verbal, les gestes, la posture, les expressions du visage, le regard, la respiration, a souvent plus d'impact que le discours lui-même. On peut dire les choses les plus brillantes, mais si notre corps envoie un message contradictoire, c'est le corps qui l'emporte. L'adage attribué à Ralph Waldo Emerson, « Ce que tu écris plus fort que ce que tu dis », illustre parfaitement cette idée. L'auteur explique que dans une interaction, la plupart des gens ne se souviennent pas seulement des mots, mais surtout de la manière dont ils ont été dits et de l'impression laissée par la présence de celui qui les prononce. Albert Mehrabian, psychologue américain, avait d'ailleurs montré que l'impact d'un message dépend à près de 90% du ton et du langage corporel, et seulement à 10% des mots eux-mêmes. Ce chiffre, bien qu'il doive être nuancé, rappelle à quel point la communication est un phénomène global qui dépasse les mots. Jean-Claude Martin insiste d'abord sur l'importance du regard. Le regard est un pont direct entre deux personnes. Un regard franc, ouvert, stable, inspire confiance et crédibilité. À l'inverse, un regard fuyant peut traduire la peur, le malaise ou le manque de sincérité. Dans un entretien ou une prise de parole, maintenir le contact visuel crée une relation de proximité et donne le sentiment que l'on s'adresse vraiment à l'autre, et pas à un vide abstrait. Il développe ensuite le rôle du visage. Le sourire, par exemple, est un outil de persuasion incroyablement puissant, à condition qu'il soit authentique. Un sourire forcé ou artificiel peut au contraire créer de la méfiance. Comme l'écrivait Victor Hugo, le sourire est la langue universelle de l'homme. Dans n'importe quelle culture, il rapproche et il ouvre à la communication. La posture et les gestes sont également des éléments déterminants. Une posture fermée, bras croisés, épaules rentrées, traduit une attitude défensive ou peu sûre. Une posture ouverte, au contraire, invite à l'échange. Les gestes accompagnent le discours et renforcent les mots, à condition de rester naturel et mesuré. Trop de gesticulation brouille le message, mais une gestuelle juste et cohérente donne de la force à la parole. La voix, elle aussi, appartient au domaine du non-verbal. Jean-Claude Martin, fort de son expérience de comédien, montre que la voix est un instrument qu'il faut savoir travailler. Une voix monotone endort l'auditoire, alors qu'une voix vivante, modulée, posée sur la respiration, captive et transmet de l'énergie. Cicéron disait déjà, « Rien ne captive autant une audience que la voix d'un orateur qui respire la conviction ». L'auteur souligne enfin que le non-verbal ne doit pas être pensé comme un masque ou une façade artificielle. Il ne s'agit pas de jouer un rôle mécanique, mais d'aligner son langage corporel avec son discours intérieur. Quand les mots et le corps disent la même chose, la persuasion devient naturelle et fluide. Quand ils sont en contradiction, l'auditoire ressent immédiatement le décalage et se ferme. Ce chapitre nous enseigne que convaincre ne dépend pas seulement des arguments rationnels, mais de la cohérence entre ce que nous disons et ce que nous incarnons. La force du non-verbal réside dans cette authenticité visible et ressentie par les autres. Jean-Claude Martin conclut en rappelant que la parole persuasive est avant tout une parole incarnée. C'est le corps qui porte la conviction,
qui la rend crédible et qui transforme un discours ordinaire en moment marquant. Chapitre 5. L'importance de l'émotion dans l'art de convaincre. Dans ce 5e chapitre, Jean-Claude Martin nous entraîne dans une dimension encore plus profonde de la persuasion, le rôle des émotions. Après avoir exploré la première impression, l'attention et le langage non verbal, il rappelle que convaincre ne consiste pas uniquement à faire appel à la logique. En réalité, ce qui pousse quelqu'un à adhérer à une idée, à se laisser séduire par un discours ou à accepter une proposition, c'est bien plus souvent l'émotion que la raison. L'auteur cite Aristote qui, dans sa rhétorique, expliquait déjà que tout discours repose sur 3 piliers, l'éthos, qui est l'image et la crédibilité de l'orateur, le logo, qui est la logique des arguments, et le pathos, qui est l'émotion suscitée. Or, selon Martin, c'est ce dernier pilier qui, dans la pratique, a souvent le plus de force. Une personne peut oublier des arguments rationnels, mais elle n'oublie jamais la manière dont elle s'est sentie en écoutant un discours. Il prend l'exemple d'un dirigeant d'entreprise qui souhaite convaincre ses collaborateurs d'adopter une nouvelle stratégie. Si ce dirigeant se contente de chiffres, de graphiques et de données économiques, il risque de n'obtenir qu'une adhésion froide et temporaire. En revanche, s'il parvient à transmettre une vision, à éveiller la fierté, à donner envie de se dépasser et à inspirer un sentiment d'appartenance, alors l'adhésion sera forte et durable. C'est précisément ce que savait faire Martin Luther King lorsqu'il répétait son fameux « I have a dream ». Il ne détaillait pas un plan technique, il offrait une émotion collective, une vision qui mobilisait les cœurs autant que les esprits. Jean-Claude Martin insiste sur le fait que l'émotion ne doit pas être confondue avec le pathos exagéré ou la manipulation sentimentale. Il ne s'agit pas de faire pleurer à tout prix ni de forcer une réaction. L'émotion véritable naît de la sincérité et de l'authenticité. Un orateur qui parle avec passion, qui exprime ce qu'il croit profondément, touche naturellement son auditoire. À l'inverse, quelqu'un qui cherche artificiellement à susciter l'émotion finit par perdre en crédibilité. Il donne aussi l'exemple des récits personnels. Une histoire vécue, une expérience authentique racontée avec simplicité et sincérité a beaucoup plus de poids qu'une démonstration abstraite. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le storytelling, mais Jean-Claude Martin insiste pour rappeler que ce n'est pas une technique inventée de toutes pièces. Depuis l'Antiquité, les grands orateurs savaient qu'une histoire est ce qui reste dans les mémoires. Comme le disait Platon, ceux qui racontent des histoires gouvernent le monde. Dans ce chapitre, l'auteur développe également l'idée que l'émotion n'est pas seulement ce que l'on transmet, mais aussi ce que l'on vit soi-même. Si l'orateur monte sur scène avec enthousiasme, énergie et conviction, ce ressenti se propage naturellement à son auditoire. Les émotions sont contagieuses. De même, si l'orateur est crispé, anxieux ou désengagé, ce malaise se communique immédiatement. C'est pourquoi il encourage chacun à travailler non seulement sa technique, mais aussi son état intérieur, à cultiver une émotion positive avant de prendre la parole. Enfin, Martin souligne que l'émotion donne au discours une dimension humaine. Convaincre, ce n'est pas seulement gagner un argument, c'est créer un lien. Ce lien se nourrit d'empathie, de chaleur, de passion. Lorsque l'auditoire ressent que celui qui parle croit profondément à son message et s'y engage personnellement, la persuasion devient irrésistible. En conclusion de ce chapitre, l'auteur insiste, la logique seule ne convainc pas. Elle peut éclairer, elle peut rassurer, mais elle ne fait pas agir. Ce qui fait bouger les hommes, ce qui les pousse à adhérer, à changer, à s'engager, ce sont les émotions. L'art de convaincre, c'est donc l'art de combiner la solidité des arguments avec la force des sentiments. Comme le disait Blaise Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Chapitre 6. Anticiper et répondre aux objections. Dans ce 6e chapitre, Jean-Claude Martin aborde une dimension incontournable de l'art de convaincre, la gestion des objections. Toute tentative de persuasion se heurte tôt ou tard à des résistances. Que ce soit dans une discussion personnelle, un entretien professionnel,
une négociation commerciale ou un débat public, il est illusoire de croire que l'autre va adhérer immédiatement et sans réserve. L'objection n'est pas un obstacle à éviter, mais une étape naturelle et même précieuse du processus de persuasion. L'auteur rappelle d'abord que l'objection révèle l'intérêt. Lorsqu'une personne contredit, questionne ou doute, c'est le signe qu'elle s'implique et qu'elle réfléchit au message. En réalité, ce qui est le plus dangereux pour un orateur, ce n'est pas l'objection, mais l'indifférence. Un public silencieux et apathique est bien plus difficile à convaincre qu'un auditoire qui réagit, même par la contestation. C'est pourquoi l'objection doit être accueillie non pas comme une menace, mais comme une opportunité de préciser, de renforcer et d'affermir son propos. Jean-Claude Martin explique que la pire erreur serait de balayer l'objection d'un revers de main ou de l'ignorer. Cela donne l'impression de mépris, d'arrogance ou de faiblesse. La meilleure attitude consiste à écouter attentivement, à reconnaître la validité de la question posée et à montrer que l'on comprend la préoccupation de l'autre. Cette posture crée un climat de respect et de dialogue. Comme le disait Socrate, « Je ne puis rien enseigner à personne, je ne puis que les faire réfléchir ». Ainsi, répondre aux objections ne revient pas à écraser son interlocuteur, mais à l'accompagner dans son cheminement vers l'adhésion. L'auteur illustre ce point par l'exemple d'un vendeur face à un client réticent. Si ce vendeur se contente d'insister ou de nier le problème, il perd sa crédibilité. Mais s'il reconnaît la légitimité de la question, s'il apporte une explication claire et s'il transforme la faiblesse apparente en avantage, il gagne la confiance de son interlocuteur. Dans un entretien d'embauche, c'est la même logique. Lorsque le recruteur pointe une faiblesse dans un parcours, le candidat qui l'assume, qui explique ce qu'il en a appris et comment il s'est renforcé grâce à cette expérience, apparaît bien plus solide que celui qui cherche à se défendre maladroitement. Ce chapitre montre également que préparer les objections à l'avance est un atout considérable. Un orateur qui a anticipé les doutes possibles est capable d'y répondre avec calme et assurance. Cette anticipation fait partie intégrante de la préparation. Elle évite d'être pris au dépourvu et elle permet de transformer une objection en tremplin pour réaffirmer son message. Jean-Claude Martin insiste aussi sur la dimension émotionnelle de la réponse. Répondre avec nervosité, agressivité ou condescendance détruit la relation de confiance. Répondre avec calme, sourire et bienveillance renforce au contraire la crédibilité. L'objection devient alors une scène supplémentaire pour démontrer la solidité de son propos et la maîtrise de soi de l'orateur. En fin de chapitre, l'auteur nous rappelle une vérité essentielle: convaincre ne signifie pas écraser l'autre ni l'obliger à céder. Convaincre, c'est conduire l'autre à se reconnaître dans notre message, à trouver en lui-même des raisons d'adhérer. Les objections sont une étape de ce cheminement. Les accueillir, les traiter avec intelligence et respect, c'est donner à l'autre le sentiment d'avoir été entendu, ce qui augmente considérablement les chances de persuasion. Ainsi, ce chapitre fait comprendre que l'objection est une chance et non une menace. Celui qui apprend à l'écouter, à l'anticiper et à y répondre avec calme devient non seulement plus convaincant, mais aussi plus respecté. Comme le disait Voltaire, « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je défendrai jusqu'à la mort votre droit de le dire ». Cette attitude de respect mutuel est la base d'une persuasion durable et authentique. Chapitre 7. L'art de conclure et de laisser une trace durable. Dans ce 7e chapitre, Jean-Claude Martin insiste sur un moment clé de toute prise de parole ou de toute tentative de persuasion, la conclusion. Si l'introduction est décisive pour capter l'attention, la conclusion l'est tout autant pour marquer les esprits et provoquer une adhésion durable. Trop souvent, explique-t-il, des orateurs brillants au départ s'essoufflent à la fin, terminent dans la confusion ou s'arrêtent brutalement, laissant leur auditoire sur une impression inachevée. Or, la conclusion est comme la dernière note d'une mélodie, c'est elle qui résonne le plus longtemps dans la mémoire de celui qui écoute. L'auteur rappelle que la conclusion n'est pas un simple arrêt, mais un acte volontaire. Elle doit être pensée et travaillée comme une arme de persuasion. Pour être efficace,
Elle doit à la fois synthétiser l'essentiel, donner du sens et déclencher une action ou une réflexion. Il cite la formule de Cicéron, grand orateur romain, qui disait « La conclusion doit enflammer les cœurs et laisser l'auditoire dans l'impossibilité de rester neutre. » En d'autres termes, elle ne doit pas seulement informer, elle doit transformer. Jean-Claude Martin prend l'exemple d'un discours politique. Lorsque Barack Obama concluait ses interventions par des phrases fortes comme « Yes we can », il ne cherchait pas seulement à résumer son programme, mais à inscrire une émotion durable dans l'esprit de ses auditeurs. De la même manière, un professeur qui conclut son cours en ouvrant sur une perspective plus large, ou un entrepreneur qui termine sa présentation en lançant un défi mobilisateur, marque bien plus profondément que ceux qui se contentent de finir sur une phrase banale. L'auteur souligne également que la conclusion est le moment idéal pour renforcer le lien émotionnel avec l'auditoire. Tout ce qui a été développé auparavant doit converger vers une impression globale qui suscite confiance, enthousiasme et inspiration. Convaincre ne consiste pas à saturer l'autre de preuves, mais à lui laisser une vision claire, une idée forte et mémorable qui l'emportera avec lui. Une seule phrase, une image bien choisie ou une métaphore percutante peut parfois résumer et incarner tout un discours. Ce chapitre insiste aussi sur la dimension corporelle de la conclusion. La voix, le ton, le rythme et la posture doivent être maîtrisés. Une conclusion murmurée, hésitante ou pressée donnera l'impression que l'orateur n'assume pas son message. À l'inverse, une conclusion posée, avec une voix ferme et une gestuelle maîtrisée, donne un sentiment de maîtrise et d'autorité naturelle. Comme le disait Marc Aurèle, ce n'est pas ce que tu dis qui marque, c'est la manière dont tu le dis. Enfin, Jean-Claude Martin explique que conclure, ce n'est pas seulement fermer un discours, c'est ouvrir une suite. Une bonne conclusion doit donner envie d'agir, de réfléchir davantage ou de poursuivre la relation. Dans un entretien, c'est l'occasion de réaffirmer sa motivation. Dans une négociation, c'est le moment d'ouvrir vers l'accord. Dans une conférence, c'est l'instant où l'orateur peut inspirer ses auditeurs à devenir acteurs d'un changement. En somme, ce chapitre montre que la conclusion est la clé de voûte de toute prise de parole. Elle n'est pas une formalité, mais le point culminant du processus de persuasion. L'orateur qui la néglige perd une occasion précieuse, tandis que celui qui la soigne imprime durablement sa marque dans les esprits. Comme le disait Churchill, maître dans l'art des discours, la fin d'un discours doit être une pluie d'étoiles qui tombe dans la mémoire des hommes. Chapitre 8. Dans son ultime chapitre, Jean-Claude Martin rassemble les fils conducteurs de son livre pour montrer que convaincre est avant tout un art vivant, qui mobilise à la fois l'intellect, les émotions et la présence de l'orateur. Tout au long des pages précédentes, il a insisté sur l'importance de la préparation, du langage verbal et non verbal, de l'écoute des objections et de la force de la conclusion. Ici, il nous rappelle que ces outils n'ont de sens que s'ils s'inscrivent dans une cohérence globale, celle d'une parole authentique, sincère et tournée vers l'autre. Convaincre en 5 minutes, explique-t-il, ne signifie pas manipuler ou tromper, mais aller droit à l'essentiel, toucher rapidement ce qui compte vraiment pour son interlocuteur et lui donner une raison forte d'adhérer. Dans un monde où l'attention est rare et précieuse, la concision devient une force. Mais cette concision n'est efficace que lorsqu'elle est portée par la clarté du message et la conviction intérieure de celui qui parle. L'auteur insiste, personne ne peut convaincre durablement sans être convaincu lui-même. Ce dernier chapitre fait aussi la part belle à la dimension humaine de la persuasion. Jean-Claude Martin rappelle que l'art oratoire ne doit jamais se réduire à des techniques froides ou mécaniques. Ce qui touche vraiment les auditeurs, c'est l'authenticité et la capacité à établir une connexion sincère. Les grands orateurs de l'histoire, de Socrate à Mandela, en passant par Martin Luther King, n'ont pas seulement usé de techniques, ils ont incarné leur message. C'est cette cohérence entre l'être et le dire qui fait la puissance d'une parole. L'auteur donne l'exemple d'une discussion entre un manager et son équipe. Si ce manager utilise des phrases bien construites mais ne croit pas lui-même à ce qu'il annonce,
son discours s'effondrera. Mais s'il exprime avec sincérité sa vision, ses valeurs et sa détermination, même en quelques phrases imparfaites, il suscitera l'adhésion. Cette vérité simple rappelle que la persuasion ne se mesure pas seulement à la forme, mais d'abord à la substance. La conclusion générale du livre élargit encore la réflexion. Convaincre en 5 minutes est certes une compétence utile pour un entretien, une réunion ou une prise de parole, mais c'est aussi un art de vivre. Dans nos interactions quotidiennes, à chaque fois que nous cherchons à partager une idée, à inspirer, à influencer ou à guider, nous exerçons cet art. L'auteur nous invite à cultiver cette capacité non pas pour dominer les autres, mais pour construire des relations plus vraies, plus solides et plus inspirantes. En terminant, Jean-Claude Martin nous laisse sur une vision encourageante, chacun peut apprendre à convaincre. Ce n'est pas un talent réservé à une élite, mais une compétence que tout individu peut développer par l'entraînement, l'observation et la sincérité. Convaincre en 5 minutes, c'est finalement apprendre à être clair, concis, authentique et présent. Et comme le disait Aristote, nous persuadons par la raison, nous séduisons par l'émotion, mais nous marquons par notre caractère. Ainsi s'achève ce livre, qui n'est pas seulement un manuel de techniques de communication, mais un guide pour apprendre à parler vrai, à toucher juste et à laisser une empreinte durable. Si tu veux d'autres résumés de livres puissants comme celui-ci, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, et partage cette vidéo à quelqu'un qui veut progresser en communication. Souviens-toi, tu n'as que quelques minutes pour convaincre, mais c'est largement suffisant pour marquer une vie.